Bonsoir Hubert Védrine, merci d'être notre invité. Ce soir, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a une information qui est tombée il y a quelques instants et sur laquelle j'aurais aimé bien sûr avoir votre réaction. À l'instant, le Pentagone dit enquêter sur des informations relatives à 2 missiles russes probablement tombés en Pologne. Le ministère de la Défense américain examine donc des informations de presse selon lesquelles 2 missiles russes auraient frappé un lieu en Pologne à la frontière avec l'Ukraine. Ils sont donc examinés. On attend une confirmation évidemment officielle. Apparemment, le Premier ministre polonais réunit son Conseil national de défense. La Pologne, c'est un pays de l'OTAN et c'est un pays de l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir à cet événement ? D'abord, en vérifiant l'information. Bien sûr. Puisque vous m'indiquez que j'apprends en même temps que vous. Tout à fait. J'apprends en vous écoutant. Donc, puisqu'on dit que le Pentagone enquête sur des informations, je ne peux rien dire. Non. J'en sais rien. Alors, il se trouve que un haut responsable du renseignement américain, lui, dit que c'était un missile russe qui a tué 2 personnes, et les médias polonais le disent également. Et à cette heure-ci, les pays baltes présentent leurs condoléances à la Pologne. Voilà le climat à cette heure-ci. Oui, mais il faut vérifier. Il faut vérifier où c'est tombé exactement. Vous avez dit. Alors, on va voir sur une carte à la frontière. C'est dans le comté dans la région de Lublin. C'est ce village. Je peux être à 1 kilomètre. Voyez. Oui, tout à fait. Il faut vérifier. Bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on met un point d'interrogation dans notre titre. Mais à cette heure-ci, c'est une information qui progresse et qui. Alors, est-ce que ce sont des missiles russes ? Est-ce que c'est délibéré ? Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est évidemment vous posez une bonne question. Une bavure ? C'est une question sur laquelle. Où est-ce que c'est tombé ? Alors, c'est tombé en territoire polonais. Oui. Voilà, c'est tombé en territoire polonais puisque les Polonais considèrent qu'ils ont 2 morts et qu'ils font une réunion du Conseil national. Vous dites que le Pentagone enquête sur l'information, donc c'est qu'elle n'est pas sûre de leur point de vue. Peut-être. Alors après, en effet, il y a ce que vous dites là. La Pologne est un pays membre de l'OTAN, c'est un pays membre de l'Union européenne. Alors jusqu'à maintenant, dans les hypothèses non confirmées jusque-là, de l'escalade par Poutine en difficulté, ça pourrait être le cas, il y avait l'hypothèse la pire, c'est-à-dire l'arme nucléaire tactique, l'arme chimique, ou le fait de toucher à une frontière, précisément délibérément, mais là j'en sais rien en fait. Bien sûr, non. Délibérément un pays de l'OTAN. Après, qu'est-ce que ça entraîne ? Les mécanismes du traité de Washington, c'est qu'il y a une concertation entre les alliés, puisqu'ils sont liés par l'article 5, qui impose l'assistance à un pays attaqué, donc ça veut dire concertation en ce moment même, j'imagine, dans les minutes qui suivent entre les dirigeants des pays de l'Alliance, c'est-à-dire, à la fin des fins, Biden. Oui, avec les autres... Alors aujourd'hui, là, à cette heure-ci, ils sont au G20 à Bali. Mais et c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, maintenant, en ce moment ? La nuit, il y a le téléphone aussi. Il n'y a pas de changement. Non, je sais bien, mais donc ils se parlent, ils sont en train de se parler. Non, mais pas tout le G20. Il y a des pays du G20 qui n'ont rien à voir avec ça. Non, mais je parle des membres de l'OTAN, il y a évidemment. le Mexique et la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN. Il y a l'Argentine, il y a plein de pays. Le G20, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, je sais bien, mais ils sont en ce moment le même. Oui, là, je suppose qu'en ce moment, mais faut me sauter dessus, là. J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous. Je suppose qu'il y a des discussions entre les conseillers proches du président américain, le président français, le président allemand, le Premier ministre britannique et polonais, etc., sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ils doivent se poser la même question que vous formuliez. Est-ce que c'est délibéré ? Est-ce que les Russes ont dit quelque chose ? Est-ce qu'ils ont démenti ou est-ce qu'ils vont assumer ? S'ils assumaient, on serait dans un cas de figure très particulier, tout à fait nouveau. Parce que ce serait la première fois depuis le début qu'elle a une des formes d'escalade envisagée. Là, ça met en cause la mécanique de l'OTAN. Il s'agit à ce moment-là de confirmer que l'article 5 veut dire quelque chose. Mais ce sont des spéculations. Oui. On ne peut pas aller tellement au-delà. Oui, alors qu'est-ce qui... Concertation entre les responsables des pays de l'OTAN concernés. Voilà. C'est la première réaction, de toute façon. Oui, ils sont en train de le faire, certainement. C'est ça, ils ont déjà commencé. Oui, forcément, oui. Oui, d'ailleurs, parce que... Vous avez ça depuis combien de minutes ? On l'a eu à 20h, autour de 20h. Donc ça veut dire que ça a commencé peut-être 1 heure avant ou 2 heures avant. Les leaders des pays de l'OTAN qui sont à Bali se parlent entre eux, et puis ils parlent avec les autres, etc. Quels sont les scénarios, justement ? D'abord, s'interroger pour savoir si c'est délibéré de la part de Poutine. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que
Poutine envoie un message sur le thème « Je me suis retiré de Kherson, mon armée est en difficulté, mais ça ne m'empêche pas d'être dangereux pour vous. » J'ai encore un pouvoir de nuisance. Et alors, dans cet cas-là, mais encore une fois, c'est des spéculations. Oui, bien sûr. Soit il fait pour montrer « Je suis capable d'être dangereux, donc il faut me prendre en compte ». Et n'oubliez pas que dans les jours précédents, il y avait des premières déclarations américaines, dont celle du chef d'état-major des armées américain, enfin le Mark Milley, chef du comité d'état-major, qui commençait à évoquer des négociations, qui ne plaît pas aux Ukrainiens, ce qui ne plaît pas aux Polonais, etc. Mais sans doute pour dire à Zelensky, n'en faites pas trop. Alors, il présente ça en disant, on les soutient pour qu'ils soient assez renforcés pour aborder la phase d'éventuelles négociations. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que si c'était confirmé, est-ce que ça veut dire que Poutine est mal à l'aise devant ce scénario de négociation qu'il ne peut pas assumer après un échec, qui est Kherson, donc il provoque ça pour brouiller ce scénario. Après, les Ukrainiens ne sont pas volontaires à cette heure-ci sur ce scénario, hein, ils le disent et le répètent. Oui, mais vous avez dit que les Américains le disent maintenant, exprès, au moment où ils savent que les Ukrainiens ne sont pas sur cette ligne. Donc c'est un avertissement amical aux Ukrainiens, avant l'affaire du missile, là. Voyez. Bien sûr, tout à fait. Alors après, si Poutine assumait, ça serait tout à fait différent. Parce que ça voudrait dire qu'il prend le risque de voir l'OTAN, après concertation rapide, réagir au nom du traité de Washington. Réagir d'une façon X ou Y, quelque part. Ou alors qu'il ferait le pari que les pays de l'OTAN ne vont pas oser réagir vraiment. Ils vont dire condoléances, c'est horrible, très bien, mais pas de réaction précise, ou très limitée. Ou alors ils vont dire on va aider l'Ukraine encore plus. Donc renforcer tous les budgets énormes qui ont déjà été votés par les Américains, les fournitures d'armes. Donc on ne sait pas très bien, tant qu'on n'y voit pas plus clair sur est-ce que c'est un accident, parce que si c'est à la frontière, ça peut être un accident. Hein. Oui, bien sûr, ça peut être un accident, mais néanmoins... Si c'est délibéré, c'est un tout autre scénario. Bien sûr, bien sûr. Même si c'est un accident, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Oui, enfin, ça veut dire aussi que dans la détermination de l'armée russe à lancer une centaine de missiles aujourd'hui sur 3 ou 4 villes importantes d'Ukraine, un peu à l'aveugle, contre les civils, il y avait ce risque qu'il n'a pas été évalué, qu'il a été pris. Si c'est à l'aveugle, il peut y avoir précisément une erreur de frappe. Oui, voilà. Et alors... En tournant, parce qu'on ne sait pas. Oui, mais enfin bon, dans ces cas-là, on s'excuse et on se dit c'est tout, quoi. Non, c'est une guerre, personne ne s'excuse. Non, mais les Russes peuvent vouloir dire à un moment donné que c'est pas vrai, que le Pentagone a menti comme d'habitude et que blablabla. Ils peuvent dire ça. C'est une façon de dire c'est pas délibéré. Ils disent ça. Ça veut dire qu'ils n'assument pas l'escalade. Encore une fois, s'ils assument dans les minutes ou les heures qui viennent une escalade délibérée qui est un avertissement, il faut que l'OTAN, d'une façon ou d'une autre, réponde à l'avertissement. Et donc, Poutine pourrait, s'il n'y avait pas de réaction de l'OTAN, s'en targuer en montrant que l'OTAN est plus faible que ce qu'il pourrait le faire. C'est compliqué d'ajouter des spéculations et des Bien spéculations. Sûr. Bon, à cette heure-ci, la chose qui est sûre, c'est que le gouvernement polonais réunit son Conseil national de sécurité. Normal. Voilà. Et c'est officiel, et c'est en cours en ce moment même. Non, ce qui est officiel, c'est la réunion. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la confirmation que vous avez citée au début. Le Pentagone enquête pour vérifier les informations. Oui. Donc, mais pas de communiqué du Pentagone, là. Parce que les informations de l'OTAN fiables remontent au Pentagone. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Oui, alors bon, voilà, c'est ce qu'on a. Effectivement, il y a eu d'abord un senior official du renseignement américain. Ensuite, le Pentagone a dit enquêter. Donc un tout petit peu, peut-être, tempérer les choses. Mais peut-être que c'est aussi une volonté délibérée de tempérer. Peut-être. Ou avoir le temps de se concerter sur qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai. Vous voyez ? Ne pas le confirmer avant qu'il y ait une riposte. La riposte à la fin des fins, c'est le président des États-Unis, l'OTAN. Alors, le Pentagone dit aussi que si c'est confirmé... Français, allemand, etc. Alors, le Pentagone dit que si c'est confirmé, nous défendrons, je cite, chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Oui, c'est la vocation du traité, ça. Oui, mais enfin, c'est une façon de le réaffirmer tout de suite. Ça a été réaffirmé plusieurs fois. D'ailleurs, en creux, parce qu'au début, il y avait le rappel que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc régulièrement, les Américains rappellent que le territoire des pays de l'OTAN est protégé par le traité. Traité, article 5, obligation de porter assistance à. Mais la puissance militaire autour de laquelle l'OTAN a été créée depuis l'origine, l'alliance, ce sont les États-Unis.
Donc en vrai, mais après avoir pris l'avis de Macron, de Scholz, du Premier ministre britannique, et des Polonais, bien sûr, et de quelques autres, c'est les États-Unis qui diraient à la fin des fins, on fait ça ou on ne fait pas ça, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on ne va pas se mettre à sa place, on verra. Ouais. Mais... Non, si c'est, sérieusement, si c'est délibéré et assumé, l'OTAN ne peut pas ne rien faire. Bien sûr. Les États-Unis ne peuvent pas ne rien faire, mais ils peuvent cibler très précisément. Ils peuvent détruire quelque chose, quelque part, je ne sais pas où, en me disant, voilà. La limite. Et ils voudront garder le contrôle. Ils veulent garder la maîtrise. N'oubliez pas, alors ce n'est pas le sujet de la minute, mais n'oubliez pas que le problème numéro 1 pour les États-Unis, c'est la Chine. Et que ça n'a pas changé avec la guerre en Ukraine. Ça reste le défi chinois. C'est ça le numéro 1. Donc ils ne vont pas se laisser entraîner mécaniquement, délibérément ou par accident par dans une forme quelque de chose qu'ils ne veulent provocation. pas maîtriser. C'est pour ça, d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit avant, que Mark Milley et puis des officiels américains, même Blinken à un moment donné, disent on aide les Ukrainiens pour qu'ils soient en mesure d'aborder l'étape de la négociation. Ce dont ne parlent plus les Ukrainiens, que Zelensky a accepté au début, mais pas après les victoires. Et les massacres, les victoires et les massacres. Ayant engrangé une victoire spectaculaire, il peut peut-être aborder là-dessus. Donc ils ont le souci, les Américains, de garder le contrôle du processus là. Alors, en même temps, si on revient à ces bombardements, 85 missiles, peut-être une centaine, tirés sur plusieurs villes importantes de l'Ukraine, pendant le déroulement du G20. Oui. C'est de la part de Poutine, avant même ce qui se passe en Pologne et sur lequel on attend des informations. C'est déjà une forme, c'est une manière de narguer le G20, ou au contraire, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire j'ai perdu militairement, ou en tout cas je suis en très grande difficulté, mais je peux frapper les civils. Non, il y a une volonté très brutale, très dure de provoquer. Rappelez-vous qu'au tout début, dans les premières semaines de la guerre, quand il y avait eu une visite à Kiev du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, il y avait des missiles qui étaient tombés juste à côté. Donc, il y a un côté, on n'est pas intimidé par cette pseudo-communauté internationale qui est à la solde des Américains, etc. Enfin, il y a les Chinois, il y a beaucoup d'autres pays qui parfois même qui se sont abstenus sur les résolutions des Nations Unies sur les annexions. C'est autre chose, ça. Non, mais je parle du G20 en l'occurrence. Oui. Aux Nations Unies, en dehors du tout petit nombre de pays qui ont soutenu la Russie, peu nombreux, 7 ou 8, et des pays qui ont condamné, 140 environ. Il y a une grosse trentaine de pays, voire 40, qui n'ont pas voulu choisir. C'est la réapparition des non-alignés, dont la Chine, évidemment, qui n'a pas soutenu directement. Mais l'Inde, la plupart des pays d'Afrique ou des pays arabes. Donc, il y a le bloc occidental, le futur bloc chinois, peut-être, la Russie, là, qui s'est lancée dans une politique folle, dans son coin, et beaucoup de pays qui ne veulent pas choisir. Ils ne sont pas forcément pro-Poutine, ils n'aiment pas la guerre, et ils n'ont pas forcément besoin de la Russie, ça dépend. Mais ils ne veulent pas être dans un camp automatique. Donc ça, c'est la toile de fond qui n'est pas modifiée par cette affaire de missiles, même quand on y verra plus clair, ni par le G20, qui est une photographie du monde tel qu'il est. Et au G20, compte tenu de la composition, normalement, c'est 20 puissances. Sauf qu'il y a des pays qui sont pas... Là, il y en a 19, parce que... Enfin, 19... Oui. Ah, si, il y a le ministre Lavrov qui est venu représenter la Russie. Oui. Mais c'est un G20. C'est un G20, mais qui est dans lequel, il y a eu un échange, par exemple, entre le président Macron et Sergueï Lavrov dans un couloir assez rapide. Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils participent de la même façon. Dans le G20, organisé sur une base économique à l'origine, c'est une réaction à la crise. Et puis après, Nicolas Sarkozy avait arraché à George W. Bush que ça devienne un sommet au niveau des chefs d'État, ce qui était une très bonne idée d'ailleurs. Vous avez des pays du côté russe, très peu, des pays du côté occidental, assez nombreux, et des pays entre les deux. Donc vous avez ce tableau du monde qu'on vient de faire là, sur les différents... Et le G20 ne change pas, ça le photographie. Et ça ne change Mais pas. un G20, dans un contexte de guerre aussi de haute intensité, aussi important, c'est la première fois. Non, je suis pas sûr. Peut-être qu'il y avait la guerre de Crimée, mais en réalité... Ça change rien. Oui, non, mais justement, qu'est-ce que ça change? Parce que ça change que tout le monde parle de cela, quand même. Oui, d'accord, mais... Et un peu d'économie, beaucoup d'économie, mais beaucoup de la guerre. Il y a des conséquences économiques. Oui, d'accord. Il ne faut pas mélanger ce qui se dit dans les couloirs ou dans les salles de presse ou dans l'information continue, ce qui se dit dans les entretiens. Ça ne change pas le contenu des entretiens. Ce qui s'est dit entre Biden et Xi Jinping, qui est l'élément clé du G20. Pendant 3 heures. Bon, c'est l'élément principal, ça. Donc on voit que le bras de fer États-Unis-Chine continue. Biden a ajouté la guerre technologique à la guerre commerciale déclenchée par Trump et ils essaient de l'encadrer.
c'est de l'encadrer, c'est de trouver un langage commun sur la gestion de la chose. Bon, ces éléments très importants dans le G20 ne vont pas être balayés par les événements en Ukraine. Même s'il y avait une provocation délibérée, donc une réaction à un moment donné, calibrée de l'OTAN. Il n'empêche que le G20 a montré que le sujet principal actuel, en dehors de l'écologie qui est plus grave, c'est États-Unis-Chine, et qu'il y a une volonté, disons, de gérer l'escalade de la tension. Ça, c'est très important pour le moment. À côté de ça, il y a des tas d'entretiens très importants. Alors, à l'instant, dont ceux du président Macron. La Hongrie a également convoqué son Conseil national de défense ce soir en réaction à ce qui se passe en Pologne. Tous les pays d'Europe de l'Est vont le faire, c'est normal. C'est ça. Ils sont sur cette frontière. Certains pays, notamment les pays baltes, étaient des républiques soviétiques. Elles sont anciennes, bien sûr. Étaient, j'ai dit. Et donc, elles sont traumatisées par cela. Et donc, il se passe une réaction. Il va se passer une réaction à vif. Un dirigeant dans un des pays de l'ancienne Europe de l'Est, c'est normal de convoquer votre conseil de sécurité ou un conseil des ministres spécial ou le ministre de la Défense tout de suite. C'est normal, ils font leur job, là. Après, ils vont attendre la confirmation par le Pentagone. Et ils vont attendre de voir ce qui commence à se dire, peut-être en ce moment, entre les dirigeants des grands pays de l'OTAN. Et s'agissant des Polonais encore plus que des autres, que dit Washington? Voilà ce qui va se passer dans les heures prochaines. Là, il y a donc des images quand même qui peuvent commencer un peu on verra les images quand elles nous parviendront, bien sûr, de l'impact de ces deux missiles et puis de savoir quel missile c'est exactement. A priori, pour le Pentagone et pour les renseignements américains, ce seraient des missiles russes. Mais évidemment, il faudra vérifier. C'est un missile qui aurait raté sa cible et terminé sa course en Pologne. Ça peut être l'hypothèse... c'est une des deux hypothèses. Soit c'est délibéré, soit c'est un missile qui... Vous parliez vous-même tout à l'heure de la pluie de missiles relancée par la Russie dans des conditions vraiment atroces. C'est pour affamer les Ukrainiens qui se gèlent, qui n'ont plus d'électricité, etc. Donc si c'est des missiles qui sont aussi bons que tout le reste de l'armée russe, ils peuvent tomber à côté, oui, c'est vrai. Oui, ce serait une démonstration qu'il y a aussi des faillites, même bien sûr dans les tirs de missiles. Mais je n'ai pas exclu, pour répondre notamment à votre question sur les scénarios, les hypothèses qu'il y ait une volonté de provoquer un peu comme ça. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas le plus probable, à mon avis. Oui, voilà. Oui, je vais dire que ça visait je ne sais quelle installation militaire qui était du côté ukrainien. Ils vont dire un truc comme ça. Oui, on peut être dans ça. J'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas. Alors, si on parle de ce G20, effectivement, Emmanuel Macron a rencontré Xi Jinping aujourd'hui et le président Biden l'a rencontré également hier. Bon, le président français a rencontré beaucoup d'autres gens. Bien sûr, il a dîné avec beaucoup de pays, enfin avec des représentants de nombreux autres pays. Mais un des objectifs, ou en tout cas un des discours qui a été tenu pendant ce sommet, de la part des Américains comme des Français, c'était d'essayer d'influer sur les Chinois pour qu'ils calme Vladimir Poutine. Il le revendique. Emmanuel Macron a dit lui-même, j'ai dit qu'il fallait unir nos forces pour éviter la guerre, ou en tout cas éviter la suite. Oui, parce que même dans des relations continues, permanentes, à un moment donné, il y a un sommet qui attire l'attention. C'est très bien que ça existe. Le G20, c'est une très bonne idée. Je l'ai rappelé. C'est plus efficace que les Nations Unies, qui sont d'ailleurs pas unies, mais il y a tout le monde en même temps. C'est une vaste foire au discours. Bon. Donc c'est pas mal. C'est quand même des dirigeants importants qui peuvent se parler. Ça fait gagner du temps, des choses comme ça. Après, vous symbolisez l'époque dans laquelle nous sommes. Il faut donner un sens résumé, quoi. Oui, je lui ai parlé de ça, ou ceci, cela. Donc il faut donner un sens, mais vous imaginez bien que dans les entretiens, il y a plein d'autres sujets. Non, mais bien sûr. Mais là par exemple, le document qui n'est pas qui est juste un projet de communiqué du G20 reconnaît les répercussions négatives de la guerre en Ukraine et reprend le terme de guerre pourtant rejeté par Moscou. Donc c'est même une surprise parce qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de texte commun. On va voir s'il est adopté, mais en tout cas, le projet... On verra à la fin, mais c'est vrai que la guerre en Ukraine, même les pays qui sont plutôt pour Poutine, en tout cas, qui développent la rhétorique anti-occidentale, vous savez, le monde post-occidental, ils n'aiment pas cette guerre, en fait. Les Chinois, vu leur trajectoire des dernières décennies, ils préfèrent un monde stable, où les gens ne se rendent pas... Les Occidentaux ne se sont pas rendus compte pendant très longtemps à quel point la Chine progressait. Ils préfèrent ça, un monde, disons, bousculé par une guerre en Ukraine, qui est à leur yeux certainement irrationnel, inutile. Voilà, donc
Mais je ne crois pas qu'ils vont aller tellement loin dans le sens de la demande des Occidentaux, qui disent, comme ils l'ont déjà dit à Samarcande, dans la réunion de l'organisation de Shanghai, le Chinois et l'Indien, Oui. en disant que la guerre était quand même inopportune, il fallait faire autrement qu'ils le disent. Oui, je vois pas, enfin je serais heureusement surpris de voir la Chine aller au-delà et dire à Poutine, maintenant il faut arrêter ton truc, et on peut d'ailleurs aider à ce qu'il y ait une négociation après. Que même pas de rôle d'intermédiaire, même pas de rôle de... Pour le moment, non. Et est-ce qu'un incident comme Rappelez-vous que celui-là... Dès le mois de mars, beaucoup d'Occidentaux ont espéré ça, Ouais. de la part de la Chine. A fortiori, quand l'Inde l'a dit aussi, ils vont jouer un rôle. Et en fait, non, ils restent un peu neutres, Ouais. pas trop engagés du côté russe. Ils respectent tous les sanctions américaines ou internationales, Oui, c'est ça. européennes. Ils ne veulent pas se mettre en difficulté. Donc, ils peuvent montrer que tout ça ne leur plaît pas, qu'ils ne sont pas derrière l'idée de la guerre, mais pour le moment, ils n'ont pas été au-delà. Mais peut-être qu'au sein du G20, il y a une dynamique des rencontres qui est en train de se produire et qu'ils vont dire oh là là, ça sent le Russie, surtout s'il y a une escalade vraie ou par erreur, c'est le moment de faire pression sur Poutine. Mais et c'est justement une escalade, même par un tir raté, c'est aussi le type d'incident qu'on craint quand une guerre commence, évidemment. Oui, et donc, ça peut aussi faire accélérer... C'est pas la vraie escalade, mais c'est un élément de risque. Oui, donc, mais ça peut accélérer peut-être justement, pas une négociation en bonne et due forme, mais un dialogue ou justement des interventions nouvelles. Vous parliez de pression de la Chine sur la Russie. C'est ça qui est espéré par certains des participants du G20 de Bali. Ça serait une pression pour dire il faut arrêter. Arrêtez-vous. Mais ça, c'est à peine un cessez-le-feu. Même pas un cessez-le-feu conclu. C'est pour être un gel des opérations. Tant mieux pour les Ukrainiens. Sur le plan humain, ça serait déjà mieux. C'est pas la négociation, ça. Hein. Non, bien sûr. Encore moins la solution. Donc même si on a dans les prochains jours, minutes, jours, semaines, un arrêt des combats, tant mieux quelque part. Mais après, il faudra un processus très long qui ne peut pas être direct. Ça ne peut pas être Ukraine-Russie, je ne pense pas. Même si Zelensky, se montre plus ou moins ouvert dans certains cas ou pas entièrement fermé à la demande des Américains. Et même si Poutine a dit 2-3 déclarations dans ce sens récemment, vous voyez, à mon avis, il faut un temps assez long pour que quelque part une négociation commence. Mais comme je n'imagine pas qu'elle commence directement, on peut imaginer des pays, la France, l'Allemagne, mais la Turquie aussi, l'Inde dont on a parlé, l'Indonésien avec sa présidence du G20, qui disent voilà de quoi il pourrait parler s'il commençait à parler. Même si les deux autres disent jamais je parlerai avec mon adversaire qui a fait ceci, cela. Vous voyez, c'est long. Hein. Et donc, ça voudrait dire, parce que vous avez insisté sur le fait que les Américains ont ouvert ce chemin il y a une semaine, hein, juste avant les élections. Hein. Juste avant, à la veille des élections d'ailleurs, qui n'ont pas été perdus par Joe Biden. Ça donne l'impression qu'il les a gagnés, du coup. Oui, bien sûr. Ça donne l'impression, en tout cas, qu'il n'est pas défait, qu'il est plutôt en position de force, alors qu'il était donné perdant. En tout cas, il n'est pas affaibli. C'est ça. Et notamment au Sénat, il a gardé le Sénat. Mais justement, est-ce que ce chemin, ça veut dire des semaines, des mois, même de discussions souterraines qui pourraient aboutir à une discussion plus officielle après l'hiver, une fois que les positions seraient gelées et que... On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. Ça peut tourner comment en Corée. Il y a un arrêt des combats, puis une ligne qui ne bouge pas pendant des années. En tout cas, ce que je ressouligne, c'est que je ne vois pas de scénario de négociation directe. Vous voyez, même dans l'affaire des couloirs, des corridors humanitaires pour sortir le blé de l'Ukraine, le blé et d'autres céréales. Le maïs, ça n'a pas été direct, c'est les Turcs qui ont fait la navette entre les deux. Donc même s'il y a un arrêt des combats, parce que Poutine se rend compte que ce dérapage est dangereux pour lui, parce que l'OTAN montre les dents, parce que les Chinois s'expriment. Je le redis, on arrive à un arrêt, mais la négociation ne peut pas être immédiate. Donc pour répondre à votre question sur la durée, on ne peut pas répondre. Je ne sais pas combien de temps il faut pour que des pays assez influents, sur l'Ukraine aussi, mais sur la Russie principalement, arrivent à dire voilà comment vous pourriez parler, éventuellement indirectement. On peut faire la navette entre vous. Ça peut être très long, ça peut durer des semaines, des mois. Ça peut ne pas aboutir, hein. Et bien sûr. Et vous entendez aussi qu'après Kherson, après la reconquête de Kherson, les Ukrainiens, grisés par, malgré tout, cette victoire militaire, veulent continuer et éventuellement aller jusqu'à la Crimée. Alors là, j'en sais pas d'informations du tout, mais compte tenu de ce que disent les Américains ces derniers temps, moi, je ne serais pas étonné que si les Ukrainiens, précisément, grâce à leur victoire, leur combativité, leur vaillance, leur courage et leur habileté tactique,
beaucoup d'éléments, et qu'ils veulent attaquer la Crimée, qui est pas loin. Ils pourraient d'abord essayer de contrôler la partie sud de Kherson, qui va jusqu'à la mer Noire. C'est pas encore la Crimée, ça. Bon. S'ils veulent s'attaquer à la Crimée, moi je serais étonné que les États-Unis les encouragent. Or, l'armée ukrainienne a toutes les qualités que je viens de rappeler, mais ils ne peuvent rien faire sans le pilotage américain, le guidage, les cibles, etc., etc. Et les armes. Donc c'est là où on verra si Biden est définitivement du côté qui disent qu'il ne faut absolument pas que Poutine puisse gagner en Russie, mais on ne veut pas de confrontation directe, c'est sa ligne depuis le début, hein. Pas de soldats américains, etc. Ou si, par la force des choses et l'horreur de la guerre, il s'est rapproché d'un point de vue polonais. En disant qu'il faut en profiter pour affaiblir durablement la Russie. Définitivement Poutine. Rien n'est jamais définitif, bon, mais durablement. Non mais ça nous ramène à un choix américain, ça, parce que même s'il y a une aide européenne honorable, hein, à l'Ukraine, les 2 tiers, je crois, c'est l'aide américaine plus le pilotage pendant les combats. Donc c'est la décision qu'ils vont avoir à prendre, y compris dans l'hypothèse où ils disent, vous voyez, ils ont frappé exprès la Pologne, même si c'est pas clair, bon, tout ça, donc il faut en profiter, il faut y aller. Donc je suis désolé de le dire, je préférerais dire que c'est la France et l'Allemagne qui vont, non, bien sûr, déterminer la ligne, mais la France et l'Allemagne vont s'exprimer, seront entendus. Et à la fin des fins, je pense que c'est l'influence américaine sur l'Ukraine qui indiquera la ligne des jours suivants là-dessus. Même si sauf si l'affaire du missile a des répercussions telles que ça balaye nos spéculations prudentes, là. Oui, bon, on a bien fait d'être extrêmement prudent et de refaire. Je rappelle l'information de tout à l'heure que Julien Arnaud va développer avec ses experts dans un instant. C'est cette frappe de missile sur la Pologne qui a fait 2 morts en Pologne. Il y a une réunion du Conseil national de sécurité en Pologne. De la même façon, réunion du Conseil national en Hongrie, alors que Orban a plutôt des relations les moins mauvaises en Europe, en tout cas, avec Poutine. Oui, mais géographiquement, il est c'est ça. Mais il y a une forme d'inquiétude dans toute la région, de toute façon, hein. On voit que les pannes d'électricité ont touché aussi la Moldavie, qui est toute proche. Donc, c'est normal que toute la région soit très inquiète. C'est normal. C'est normal. Mais permettez-moi de redire, alors que le sujet missile a percuté le sujet G20, là, que de toute façon, c'est important qu'il y ait un G20. C'est très utile, il ne faut pas en attendre des miracles, il ne faut pas faire une exagération de ce que c'est. Ce n'est pas un lieu de décision, surtout pas de décision qui s'impose, mais le fait que les dirigeants dont on a parlé, on ne les a pas tous cités d'ailleurs, je suis là, par rapport à la période de la pandémie, par rapport aux inquiétudes ukrainiennes, de toute façon c'est bien. C'est un bon retour à, disons, ça permet de revenir à des méthodes de négociation, de travail international, qui sont de toute façon bonnes à prendre. Et qui, même sur ce conflit, en l'occurrence, et avec cet incident terrible, peuvent avoir des développements plus rapides que s'il n'y avait pas de réunion du G20. Vous prenez l'hypothèse d'une pression sur la Chine qui donnerait des résultats, mais non, il n'y a pas de lien direct. Puis Poutine n'est pas là. C'est dommage qu'il ne soit pas là, d'ailleurs. Oui, mais vous comprenez pourquoi il n'est pas là? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est pas logique? Est-ce que il s'est retrouvé à Samarcande humilié? Il peut être aussi soucieux de sa sécurité. Il faudrait savoir. Non, sa sécurité pas abalie, c'est pas le sujet. Non, mais il faudrait savoir s'il s'est concerté avec la Chine avant sur le fait de venir ou pas, et avec l'Inde, les pays qui sont proches, ou plus ou moins alliés, plus ou moins compréhensifs. Merci beaucoup Hubert Védrine d'être venu sur notre plateau. Il est l'heure de nous tourner vers vous, Julien, avec vos experts pour examiner ces hypothèses sur